Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit en entrevue Jérémy Marquis du collectif Eros, vice-président du collectif Eros. Ça mange quoi en hiver, ça? Ben, c'est des gays, des lesbiennes et des bisexuels de droite français qui font la lutte au mouvement, en fait, à la dérive du mouvement LGBTQ2+, pas tant de trucs, comme on dit par ici, et également à la lutte contre le wokisme. Je trouvais leur lutte super intéressante, fait que je les ai invités. Fait qu'on en parle ce matin dans Yann et Frank. Alors écoute, Jérémy Marquis, ben, bienvenue au Québec, bienvenue dans Yann et Frank. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Donc, ben, si tu peux d'abord te présenter un peu. Ben, en fait, je vais peut-être juste faire un peu rapidement un récapitulatif de comment tout ça s'est arrivé. En fait, c'est notre ami Samuel Rasmussen, qui est collaborateur ici pour nous dans Yann et Frank, qui est aussi, c'est ça, membre de la communauté LGBT, qui m'a envoyé le lien de votre vidéo d'annonce de la création du collectif Eros. Je vais être 100% honnête avec les auditeurs. Il y a à peine 2 semaines et demie, j'avais aucune idée vous étiez qui. Et la cause m'a vraiment super intéressé parce que je trouve que ça me ressemble tellement beaucoup. En tout cas, souvent ce que je démarque ou ce que je crie dans les médias de mon côté au Québec par rapport à quel point que le mouvement aujourd'hui me représente plus du tout, étant moi-même ouvertement gay. Et le fait que je voyais justement des Français faire la même chose de leur côté. Et on était censé avoir ton collègue également, Johan Power, qui est le président du collectif aussi. Son histoire est assez fulgurante, si je puis dire. Tu sais, on parle de menaces, on parle de tabassage, on parle de doxage d'adresse. Écoute, je, comme on dit au Québec, ça prend des couilles pour continuer le combat comme ça, mais c'est assez fascinant. Mais de ton côté, en fait, tu peux te présenter rapidement de qu'est-ce qui t'a amené là-dedans et quand est-ce peut-être un peu la chronologie des événements, quand est-ce que tu t'es rendu compte que, OK, le mouvement est rendu trop loin et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'engager publiquement dans cette lutte-là? Alors, moi, en fait, je me suis lancé au départ sur les réseaux sociaux dans ce qui était de l'analyse d'actualité, où en fait, Mhm. j'ai analysé un petit peu ce qui se passait au niveau du pays, de la France, de l'Europe, même de l'Occident, et j'analysais un petit peu tout ce qui se passait. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, de tout ça et de mon activité sur les réseaux sociaux, je me suis de plus en plus politisé. On va dire, puisque forcément, je me suis forgé un avis assez tranché sur certaines questions. Et notamment sur les questions de woke culture, d'immigration, d'islam, enfin les problèmes que nous avons aujourd'hui dans la société française. Et puis, évidemment, étant moi-même ouvertement homosexuel, je ne me voyais plus représenté en fait par ce mouvement qui était complètement, enfin, je veux dire aujourd'hui, qui a perdu son sens original, je veux dire, qui n'est plus du tout représentatif de la majorité des homosexuels, mais exactement de la même manière que les féministes ne représentent plus la majorité des femmes Mhm. aujourd'hui. Les néo-féministes, etc., ne représentent plus non plus la femme occidentale traditionnelle. Et donc, en fait, c'est un petit peu la même chose pour les homosexuels. Et donc, là, j'ai décidé de rejoindre du coup l'aventure du collectif Eros, puisque c'était une cause qui me parlait et qui forcément me touchait personnellement. Et voilà. Si on arrive puis on, on regarde le mouvement homosexuel pour les droits des gays dans les années peut-être 60, 70, 80, Ouais. c'est indéniable l'apport qu'ils ont eu pour changer les mœurs, briser les tabous, ainsi de suite. Un peu comme les féministes l'avaient fait aussi à une époque un petit peu plus lointaine. Mais on dirait que il y a des militants qui se développent et qui se créent des emplois, un peu une profession avec ce militantisme-là. Et quand ils accomplissent leur objectif, ils perdent un peu un sens à leur vie où ils essaient de pousser le militantisme trop loin, alors au lieu de crier victoire, autrement dit. C'est comme si la victoire était toujours inatteignable dans leur cas. Euh, Toi, de ton côté, étant donné que tu es sorti un peu de ces mouvements-là, est-ce que tu penses que le mouvement gay et lesbienne a eu une victoire? Est-ce qu'on était
à un point où est-ce que l'acceptabilité sociale était à un niveau où est-ce qu'on dit, OK, je pense qu'on peut crier victoire, ou on n'était pas tout à fait là encore de ton côté? Ah non, mais la victoire est déclarée depuis très longtemps en Occident. Je veux dire, mais de toute façon, même avant le militantisme de ces personnes homosexuelles ou même des femmes dans les années 60-70, où certes, il y avait certainement des choses à faire. Évidemment, il y avait des choses à faire, il y avait une ouverture à acquérir, etc. On vivait quand même dans une civilisation, l'Occident, qui est quand même beaucoup plus ouverte sur ces questions-là et qu'il a toujours été que d'autres civilisations. Je veux dire, que ce soit la question des femmes ou la question de la liberté individuelle et de la liberté sexuelle en Occident, je veux dire, depuis Rome et Athènes, ce sont quand même des notions que nous avons toujours eu, même s'il y a eu évidemment des périodes plus ou moins sombres ou plus ou moins difficiles, globalement, l'Occident reste une civilisation qui était ouverte sur ces questions-là et avec une notion de la liberté individuelle qui était quand même extrêmement importante, même en 1500, 1600, 1700. Ça fait aussi partie de la particularité de notre civilisation. Donc il y avait évidemment un combat à mener, peut-être dans les années 60-70, pour vraiment ouvrir définitivement cette question-là. Mais à partir du moment où il y a eu une acceptation dans la société, et on le voit, je veux dire, aujourd'hui, la majorité des Occidentaux n'ont plus de problème avec ça, que ce soit la question de l'égalité homme-femme ou la question de liberté sexuelle. Moi, je ne connais pas d'homme occidental, de femme occidentale qui a un problème avec ça, ou alors c'est vraiment une ultra-minorité. Donc oui, la victoire était faite. Le problème, c'est que ces gens-là que vous décrivez, les militants féministes ou LGBT, en fait, ne savent faire que ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose dans leur vie. Et ce sont des militants et ce ne sont que ça. Ils ne sont pas capables d'avoir un vrai travail, ils ne sont pas capables de faire autre chose. Ils ne vivent que pour ça. Et donc forcément, pour eux, il n'y a jamais de victoire. Il n'y a jamais de fin au combat, à la lutte. Si vous voulez, c'est comme le communisme, c'est comme toutes ces idéologies qui au départ pouvaient paraître novatrices ou intéressantes, et puis qui finalement ont basculé toujours dans le totalitarisme. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que au départ, l'idée de liberté sexuelle ou de la liberté des femmes était en effet une cause importante, mais que très vite, une fois que la victoire a été acquise, ce qui était facile en Occident, j'ai envie de dire, eh bien, ça bascule dans le totalitarisme. Voilà. Et donc finalement, c'est contre-productif. Aujourd'hui, les actions des néo-féministes ou des LGBTQIA et tous les lettres de l'alphabet sont contre-productives et nuisent profondément au combat original. Et c'est ça le problème. Et puis surtout, il y a un deux poids, deux mesures énorme de ces gens-là. C'est-à-dire que les néo-féministes et les LGBT voient dans l'homme blanc occidental le mal absolu, alors que fondamentalement, l'homme occidental, la civilisation occidentale est une civilisation assez libre, progressiste, où les choses se passent bien. Mais par contre, ces mêmes militants féministes et LGBT ne refusent de voir la réalité, la violence engendrée par d'autres personnes, parfois issues de l'immigration ou même parfois de confession musulmane, qui, eux, ont un vrai problème avec, sont misogynes, sont homophobes, ont un vrai problème avec cela, mais au nom de la convergence des luttes, vont refuser de qualifier ce problème. Ben justement, c'est ça justement au niveau, j'avais écouté beaucoup de vidéos de Johan de son côté, qu'elle est souvent à la Gay Pride. C'était surprenant, je ne sais pas si c'était cette année ou l'année dernière, qui disait que le défilé de la Gay Pride à Paris était en queue pas en queue de peloton, mais était au début de l'entrée du peloton, c'était commencé par des migrants. Des migrants gays? Non, des migrants. Puis je voyais les vidéos, c'est beaucoup des discours de la France insoumise, très de gauche. L'exemple que je donne souvent quand je parle de la dérive du mouvement, c'est un peu comme dans la scène dans le film Forrest Gump, où c'est que Forrest, il court dans le match de football, puis il arrive à la ligne des buts, mais au lieu d'arrêter, il continue. Fait que j'ai l'impression que déjà, la première chose, c'est que ces migrants, c'était la Gay Pride de l'année dernière, OK. Ces migrants sont en fait exploités politiquement par les associations d'extrême gauche, mais ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question, ils sont là, eux, ils veulent juste avoir des papiers. Et quand on leur dit que c'est une marche pour la liberté sexuelle, la plupart vous répondent c'est haram, c'est pas dans ma religion, et en gros, les homosexuels, il faut les jeter du 6e étage. Mais pourtant, ils sont là pour défiler.
mais parce qu'ils sont exploités par les associations d'extrême gauche. Il y a notamment un média qui avait fait le travail en France justement sur ces associations d'extrême gauche. En fait, les associations d'extrême gauche donnent des points aux migrants, aux demandeurs d'asile ou aux sans-papiers. Plus le demandeur d'asile, plus le migrant va s'impliquer dans des actions politiques de militantisme au sein des associations d'extrême gauche, plus ces associations vont l'aider à obtenir des papiers. Donc, c'est-à-dire c'est une forme de compétition, il y a une exploitation. En fait, c'est de l'exploitation d'êtres humains. Hein. C'est-à-dire qu'ils exploitent les migrants, ils exploitent les demandeurs d'asile et les sans-papiers en leur disant, voilà, plus tu vas mener des actions politiques au sein de notre association, plus on va t'aider pour obtenir des papiers. Donc, je ne sais même pas comment qualifier cette pratique, tellement elle est inhumaine pour le coup, mais ça ne m'étonne guère des associations d'extrême gauche qui ne voient en ces gens qu'une lutte politique, en fait, et non pas des êtres humains. Et donc voilà, mais le problème, c'est que ces mêmes associations ne se rendent pas compte que le principal danger pour leur liberté individuelle, c'est justement l'arrivée de ces migrants qui, eux, n'ont pas du tout la même conception de la liberté individuelle que nous avons dans notre société. Et que donc, le poids de la démographie, on voit qu'aujourd'hui, dans certains quartiers en France, et j'imagine que c'est la même chose au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, les endroits où les populations issues de l'immigration extra-européenne sont majoritaires, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'homosexuels, il n'y a plus de femmes en cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, les Occidentaux sont partis, ont fui ces endroits-là, parce que les mœurs sont devenues différentes. Moi, en tant qu'homosexuel, je ne peux pas aller partout en France. Je ne peux pas aller dans des quartiers où il y a une majorité de population extra-européenne qui est acquis à une certaine idéologie et notamment de l'islam politique. Je ne peux pas y aller. Voilà. Donc pourtant, ces associations d'extrême gauche continuent à défendre cela. Donc, ce sont en fait devenus les pires ennemis des femmes et des minorités sexuelles. Bon, on doit commencer à avoir des clashs à l'intérieur de ces mouvements de gauche-là, veux pas, parce que c'est des idéologies qui sont tellement contradictoires, mais en même temps sont tous mises ensemble, veux pas, pour la même cause woke. Puis on l'a même vu, je pense, hier dans nos nouvelles, même au Québec, dans le sens qu'il y avait le défilé de la fierté gay et qui a rencontré le défilé pro-Palestine, puis que ça a brassé un peu, tu sais. Fait qu'on est comme... parce que là, tu es là, tu te dis, ouais, mais attends un peu. Là, j'extrapole un peu dans le temps, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. Ça ne marchera pas. C'est pas une alliance qui est vouée à un grand succès, j'ai l'impression. Non, c'est pas une alliance. Je l'avais déjà dit sur plusieurs médias. Moi, cette alliance entre les islamistes et puis la gauche woke, ça me fait un peu penser à ce qui s'était passé en Iran pendant la révolution iranienne. C'est-à-dire que pendant la révolution iranienne, pour faire tomber le Shah d'Iran, les communistes et les islamistes se sont alliés pour le faire tomber. Et puis, une fois qu'ils ont fait tomber le régime, la première chose qu'ont fait les islamistes, c'est de couper la tête des communistes. Alors que pourtant, c'était leurs alliés dans la lutte. C'est exactement ce qui arrivera aux Queer for Palestine et aux LGBT et aux féministes. C'est-à-dire que une fois qu'ils arriveront au pouvoir, la première chose que feront les islamistes, ce seront de les jeter du 6e étage. Et ils ne se rendent pas compte de cela. Et c'est ça le problème. Parce que oui, il y a une incompatibilité profonde entre ces deux idéologies. Moi, je l'avais déjà dit aussi. Je veux dire, l'espérance de vie d'un Queer for Palestine à Gaza, c'est 3 minutes. Hein. C'est donc à un moment donné, il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas faire l'éloge de ces deux idéologies en même temps et que ça finira forcément en affrontement et que j'ai bien peur que ceux qui gagneront, c'est ceux qui ont la doctrine la plus forte. Et le fait est que l'islamisme est beaucoup plus fort aujourd'hui. Mais il semble qu'il y ait, en tout cas, du moins d'un point de vue extérieur, il semble avoir l'avantage du nombre, du moins pour l'instant. Puis en tout cas, peut-être que c'est un faux avantage, comme tu l'as dit tout à l'heure, sachant qu'il semble, en tout cas, du moins en France, semble utiliser une certaine population immigrante de demandeurs d'asile pour supporter leur cause. Souvent, on se demande aussi que ces gens-là qui font du saccage partout, d'où ils viennent, ils ont des familles, ces gens-là, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Tu sais. Je voulais passer un extrait, si ça ne te dérange pas, en fait, parce que justement, quand le collectif a été créé, je crois, il y a environ 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Et vous avez tenté d'aller à la Gay Pride de Paris cet été. Ça n'a pas duré longtemps. Avec votre groupe. 10 secondes. Ouais, ça a duré 10 secondes. Donc, je vais juste passer un extrait pour le bénéfice des auditeurs de voir comment ça s'est passé. Donc, c'est une vidéo qui a été prise, j'assume, par un de ces militants-là qui vous aimait pas trop. Et on vous voit arriver avec Yoann et d'autres et ça a comme un peu mal fini.
Je vais mettre ça plus au niveau de l'écran de côté, comme ça. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Alors, c'est votre groupe qui arrive. Ouais. Ça vire à la violence assez rapidement quand même. Ouais. Hein. Comme de grande démocratie, de grande compassion. Oui, oui. Des gens qui actionnent et qui évidemment n'ont aucun problème avec les idées contradictoires. Non, je ne suis pas étonné de cette violence de la part de l'extrême gauche. J'ai quand même été surpris évidemment de la rapidité à laquelle ils nous ont attaqués. Je pense qu'ils avaient été prévenus. Et puis ce qui m'a frappé également, c'est la volonté de ces gens d'en découdre à tout prix. C'est-à-dire que s'ils avaient pu nous mettre une balle dans la tête, ils l'auraient fait, quoi. Oui, parce que vous avez dû, peut-être de te couper, mais je pense que vous avez dû être escorté par la police pour pouvoir quitter les lieux en toute sécurité aussi. Et c'est ça, ton collègue Johan, il y a environ un peu moins d'un an, a failli mourir en fait de se faire tabasser par deux hommes aussi de son côté parce qu'il connaissait un peu la lutte qu'il faisait sur les réseaux sociaux dans le même style à l'époque aussi. Fait qu'il y a vraiment... En tout cas, Ah, mais il y a un climat de menace permanente. Moi, je le vois aussi depuis que je suis sur les réseaux sociaux et puis même depuis que je passe dans certains médias, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est des menaces de mort tous les jours. C'est des messages menaçants, c'est des gens qui vous menacent de vous retrouver, de venir vous chercher, de vous tabasser. Moi, on m'a menacé de me faire une Samuel Paty, donc c'est-à-dire une décapitation. Hein. C'est assez régulier, malheureusement, comme message, mais ce sont en même temps des gens qui n'acceptent aucunement la contradiction à leur idéologie et qui veulent... C'est du totalitarisme, en fait. Hein. C'est la définition même, d'ailleurs, du totalitarisme, c'est-à-dire interdire les gens de penser autrement, forcer les gens à penser d'une certaine manière. Et c'est exactement à ça, c'est ça qu'on observe aujourd'hui en tout cas. C'est-à-dire que là, les gens qui nous ont attaqués, qu'on a vu dans cette vidéo, refusent que toute personne pense autrement qu'eux. Et toute personne qui pense différemment est fasciste, nazi et est vouée à être pendue sur la place publique. Voilà. Moi, ce qui m'impressionne toujours dans ces mouvements-là, c'est que on veut, comme société occidentale, préserver le droit à la manifestation. On veut que les gens puissent manifester, il n'y a aucun problème. Sauf que très rapidement, dans ce type de manifestation-là, on voit des actes criminels être commis fréquemment et on voit souvent la police ne rien faire. Du moins, c'est ce qu'on voit, nous, de notre côté au Québec. Je présume que c'est sensiblement la même chose en France également. Et ces gens-là sortent de ces manifestations-là avec absolument aucune conséquence négative, pas de casier judiciaire, rien. À un moment donné, on ne donne pas d'incitatif, entre guillemets, à ces gens-là à se comporter d'une manière civile correcte, autrement dit. Récompensé. Non, effectivement, je veux dire, à un moment donné, oui, tu as le droit de manifester, peu importe la cause que tu as. Même si tu es queer for Palestine, tu as le droit de manifester, même si ce n'est pas logique. Mais éventuellement, la minute que tu commets un acte de violent, tu devrais te faire arrêter, tu devrais avoir des conséquences, tu devrais avoir un casier judiciaire, tu devrais avoir de la difficulté à sortir de ton pays. Et on ne voit pas ça. À un moment donné, cette dégénérescence-là en France a commencé il y a combien d'années à peu près? Peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être? Oui, c'est ça. Ça a une quinzaine d'années. Ça s'est quand même accentué ces 5 dernières années, je trouve, particulièrement. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu d'autres aussi par après. Oui, mais je vais même aller plus loin que vous, c'est-à-dire qu'il y a un deux poids, deux mesures. Voyez ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni. Les émeutiers, les Britanniques qui manifestent actuellement contre l'immigration à Londres ont déjà été arrêtés et sont déjà passés devant le juge. Exact. Donc, c'est-à-dire que quand ce sont des militants d'extrême gauche qui, depuis des années maintenant, manifestent, tapent la police, cassent du mobilier urbain, font en fait des scènes de guérilla urbaine, ils n'écopent de rien, ils ne sont pas arrêtés. En revanche, ça fait exactement une semaine qu'on a des Britanniques qui manifestent contre l'immigration, eux sont déjà au tribunal. Donc vous voyez la différence de traitement
énorme qu'il y a entre ça. C'est parce qu'il y a une complaisance avec la gauche. C'est-à-dire que la gauche a le droit, légitime la violence, légitime voilà, le refus de la démocratie. Nous, on avait vu pendant les élections législatives qu'on a eues en France il y a un mois de ça maintenant, des gens, en fait, venir tous les soirs, place de la République à Paris, manifester, taguer des monuments, etc. C'est profondément antidémocratique, en fait, comme attitude. Mais chez eux, c'est autorisé. Voilà. Mais si, en revanche, des militants de droite font le quart de ce que font ces militants d'extrême gauche, ils sont déjà devant le juge et condamnés au tribunal. Donc c'est justement ce deux poids deux mesures qui est encore plus insupportable et qui pose un réel problème démocratique parce que du coup, il n'y a plus une égalité de traitement entre les citoyens. Oh, Les citoyens. Parce qu'on pourrait s'attendre à un deux poids, deux mesures de la part des politiciens, ce ne serait pas surprenant. Évidemment, les personnalités médiatiques aussi, ce ne serait pas surprenant. Par contre, quand ça vient de la police et du système de justice, on est tout le temps un peu surpris parce que c'est un de nos fondements démocratiques de notre côté. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos systèmes de justice pour en arriver là? Moi, c'est le bout que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. C'est simple. Moi, en tout cas, je prends le cas pour la France parce que c'est le cas que je connais le mieux. C'est que la justice a été complètement gangrénée en fait par une idéologie. Vous avez par exemple en France un syndicat qui s'appelle le syndicat de la magistrature, qui est un des principaux syndicats de magistrats et qui est un syndicat ouvertement politique. Ouvertement politique, ouvertement de gauche. Et vous avez aujourd'hui une part significative des juges qui sont membres de ce syndicat. Donc après, on ne peut pas s'étonner que les décisions qu'ils rendent sont des décisions idéologiques, politiques, puisqu'ils font partie d'un syndicat qui est ouvertement politique. Le syndicat de la magistrature appelle à voter pour la France insoumise, appelle à voter pour l'extrême gauche. Donc si vous voulez, comment voulez-vous après avoir une justice non politisée? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les juges, on va dire, neutres, sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Wow. Et donc, forcément, quand vous passez devant le juge, il vaut mieux être de gauche. Hein. Si vous allez au tribunal, il vaut mieux être un antifa. Parce que si vous êtes une personnalité publique, qui plus est, et ouvertement de droite, mais vous allez vous faire dégommer par la justice. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de justice au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la même justice pour tous les citoyens. Cette justice est partie, elle n'existe plus. Elle est devenue idéologique, donc ce n'est plus une démocratie. Par pure curiosité, puis entendant parler, la question m'est venue. Y a-t-il un peu, parce que depuis un exemple qu'on a en Amérique du Nord, quand il y a eu la COVID, beaucoup d'Américains, beaucoup de Californiens surtout et d'autres États ont vraiment quitté, on dit ont déménagé avec leurs pieds, et la Floride ou le Texas était vu comme un peu comme des genres de villages gaulois à la lutte contre l'anti-wokisme, ou du moins encore certains bastions de common sense ou de gros bon sens, comme on dit ici. Est-ce qu'en France, il y a certaines régions qui, je dirais pas luttent contre l'envahisseur sans vouloir reprendre la bande dessinée, mais en fait, du moins que il y a encore, est-ce qu'il y a un ordre d'exode dans certains endroits de la France qu'on dit, OK, ici, c'est encore le gros bon sens qui mène, ou c'est assez généralisé partout? Alors, c'est oui et non. Il y a quand même des endroits en France qui sont relativement préservés. Je pense par exemple à la Corse. Pas très étonnant. Mais vous avez quelques régions, bien sûr, en France qui sont plus épargnées que d'autres. Mais le problème et le phénomène qu'on observe depuis maintenant, pareil, 4-5 ans, hein, c'est assez récent, c'est que jusqu'à présent, les populations extra-européennes étaient, on va dire, localisées un petit peu dans les mêmes endroits. Donc, c'est-à-dire la banlieue parisienne, la banlieue des grandes villes. Les grandes villes. Forcément, depuis, étant donné que le pourcentage de cette population extra-européenne grandit chaque année, le fait est qu'il y a un dispersement de ces gens, obligatoirement à un moment donné. C'est la logique, c'est logique. Et donc, on observe que de plus en plus, dans des petites villes en France, qui jusqu'à présent étaient totalement épargnées par ce phénomène, il y a de plus en plus de populations extra-européennes, voire même parfois des demandeurs d'asile, des sans-papiers, qui sont installés dans des centres pour migrants, dans des petits villages.
dans des petits villages, dans des petites campagnes de 5000 habitants, vous voyez, de 1000 habitants, de 100 habitants. C'est-à-dire que vous avez des villages de 500 habitants et puis il y a 1000 migrants qui arrivent. Et donc là, d'un seul coup, les villageois sont minoritaires, en fait. Comme ça, en un claquement de doigts. Donc forcément, ça pose des problèmes. On l'avait vu pendant les émeutes qu'on a eues l'année dernière en France. On a eu des petites villes qui de 5-6 000 habitants qui se sont fait ravager en fait par les émeutiers, littéralement. J'avais accroché un petit peu tantôt, puis je t'ai pas posé la question du côté des sans-papiers. Tu disais on pouvait, avec leur militantisme, leur faire gagner des points, les Oui. aider à obtenir des papiers. Comment ça fonctionne un peu le système d'immigration en France pour obtenir ces points-là? J'aimerais ça que tu nous expliques un peu parce que c'est Oui, quelque non, en chose fait, qui m'est inconnu un peu. c'est au sein des associations d'extrême gauche. OK. C'est-à-dire que les associations d'extrême gauche ont des fichiers avec tous les gens qu'ils réceptionnent dans leur association, tous les sans-papiers, et ils les notent, en fait. C'est purement illégal, hein. Ce n'est pas une pratique officielle. Hein. OK, OK. Ils les notent en fonction de leur participation ou non à des actions militantes. Voilà. Puis ils échangent justement leur action militante avec de l'aide et des ressources de leur côté pour les aider. Exactement. Mais puis vous savez, quand un migrant arrive en France, il est immédiatement pris en charge en fait par des associations qui vont lui dire qui vont en fait lui construire un récit. C'est-à-dire il y a des récits qui sont écrits de toutes pièces. Et donc quand une personne arrive, on lui donne ce récit. Alors voilà, tu vas dire que tu étais homosexuel persécuté, ou que tu étais d'une minorité religieuse persécutée dans ton pays, ou que tu étais une femme persécutée dans ton pays. Tu vas dire ça, tu vas dire ça. Et en fait, on observe, moi j'avais vu des témoignages de gens qui disaient, en fait, des fois, il y a des dizaines de migrants qui passent à la chaîne et qui ont le même témoignage. C'est-à-dire qu'ils ont la même vie, en fait, parce qu'on leur donne tous le même discours. Donc c'est terrible, mais c'est le processus de ces associations d'extrême gauche. Et la justice est évidemment complaisante avec cela. Notamment, je pense au cas des mineurs isolés. Vous avez des gens, ils ont 35 ans, et ils se font passer pour des mineurs isolés. Et étant donné qu'ils ont le droit de refuser le test pour définir leur âge, eh bien, la justice considère qu'ils sont mineurs, alors qu'ils ont 35 ans. Et donc, à partir du moment où ils sont considérés comme mineurs, ils ne peuvent pas être expulsés. C'est la loi. Donc, vous avez des mineurs isolés qui sont ni mineurs ni isolés et qui pullulent comme ça. C'est devenu une filière d'immigration à part entière. Ce qui est phénoménal un peu, c'est qu'on voit les mouvements généralement très à gauche comme ça ont toujours été un peu plus forts en France qu'au Québec. Par contre, on voit avec quelques années de recul, ce qu'on observait il y a 5 ans ou il y a 6 ans en France, on voit commencer ça à apparaître au Québec. Donc, on a tout le temps l'impression d'obtenir un peu les mêmes mouvements, mais à décalage. Et là, je t'écoute depuis tantôt, puis je me dis, attends un peu. Là. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore ces problèmes-là au Québec. Ça va venir. Comment qu'on fait pour que ça ne vienne pas? Votez bien. Prenez conscience de l'urgence de la situation. Moi, je suis désemparé de voir qu'il y a encore des Français et même des Européens qui ne se rendent pas compte de l'urgence de la situation. J'observe quand même qu'en Irlande et au Royaume-Uni, bon là, ça bouge un petit peu quand même, mais pas suffisamment à mon goût, au vu de l'urgence de la situation. Et, écoute, avec ce que tu nous dis, on dépeint Marine Le Pen à l'étranger comme étant une femme d'extrême droite, puis absolument pas une femme qu'il faut avoir confiance ou tout ça. On comprend que l'interprétation médiatique est toujours très tronquée dans ces cas-là. Mais je veux dire, avec tout ce que tu expliques depuis tantôt, c'est absolument facile et évident de comprendre le succès de Marine Le Pen, ne veut pas. Là. Sûr, mais bien sûr. Puis surtout, la diabolisation qui est faite ne fonctionne plus. Moi je me rappelle, je ne sais pas si vous avez eu la même chose au Québec, mais nous en France, lorsque Giorgia Meloni, la première ministre italienne, est arrivée au pouvoir, on a eu des unes de médias en France nous disant que les fascistes étaient aux portes du pouvoir. On a eu la même chose. Il allait avoir des pluies de sauterelles qui allaient s'abattre dans les rues de Milan, que l'Italie allait s'effondrer. Bon, Giorgia Meloni là depuis 2 ans. A priori, l'Italie n'a pas basculé dans une ère post-Mussolini. Tout se passe bien.
Alors évidemment, elle ne peut pas prendre toutes les mesures qu'elle avait dit dans son programme. Elle est bloquée par l'Union européenne. Elle a quand même pris des mesures intéressantes, mais pas suffisamment, je pense. Mais je pense qu'elle est bloquée politiquement parce qu'il ne faut pas non plus négliger l'influence et puis l'impact des décisions et de la Commission européenne. Oui, et souvent, c'est la force de nos démocraties occidentales, c'est que les politiciens ne peuvent pas prendre le pouvoir et faire tout ce qu'ils veulent. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs choses qui fonctionnent encore dans nos démocraties quand même, là. Mais malheureusement, on sent que ce principe-là, à gauche, on l'oublie. Et on a l'impression qu'on veut donner tous les pouvoirs à un chef de gauche et empêcher seulement les chefs de droite de gouverner. Ben, le problème, c'est qu'en fait, ce système démocratique s'est retourné contre l'intérêt de notre propre civilisation. C'est-à-dire que la démocratie occidentale telle qu'elle est conçue et perçue et telle qu'elle fonctionne est finalement la principale destructrice de l'Occident. C'est extrêmement paradoxal, mais en fait, on a construit le propre outil pour nous détruire de l'intérieur. Et en fait, les propres schémas démocratiques qu'on a mis en place ces 40 dernières années sont en train de nous tuer. Donc, voilà, on a fabriqué en quelque sorte la corde avec laquelle on est en train de se pendre. Et c'est terrible, hein, parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte que ce système tel qu'il est en place aujourd'hui est en train est contre notre propre société et joue contre nos propres intérêts, en fait. Pour venir au mouvement LGBT, j'avais une question que je voulais absolument te poser. J'en avais fait part dans certaines publications que j'avais faites sur Twitter. Peut-être, je ne sais pas si en France c'est similaire, mais on voit de plus en plus en Amérique du Nord, aux États-Unis, mais de plus en plus au Canada et au Québec. J'ai peur, en tout cas, j'ai peur, mais je le vois tranquillement revenir à cause justement de la surexposition, de la dérive du mouvement LGBT. Les drag queens partout, la sursexualisation, on le voit de plus en plus dans les gay pride. Pourtant, ça a toujours été un peu là, mais là, c'est rendu une dérive complètement. Ah non, mais là c'est devenu obscène. C'est ça, absolument. Et je vois tranquillement, du moins venir avec la nouvelle génération, les plus jeunes. Il y avait un survey, un sondage dans le dernier 2-3 mois, je pense que c'est le podcasteur Tim Pool qui en avait parlé, que pour la première fois de la plus jeune génération, donc je ne sais pas c'est quoi le nouveau nom, après les millennials puis la génération Z, en tout cas c'est un nom spécial, il disait que c'était la première génération que le taux d'approbation au mariage homosexuel avait baissé. On parle des plus jeunes, on parle de les ados, je pense que ça a passé en 3 ans de 81% à 69%, quelque chose comme ça. Donc, je te pose la question, est-ce que tu vois en fait ressortir pour les jeunes générations, pas uniquement, mettons, d'origine musulmane ou peu importe, mais peu importe les cultures et les religions, ressurgir une nouvelle forme d'homophobie, en fait, à cause de la surexposition à tous les jours. Tu sais, on voit des exemples aux États-Unis, il y a des jeunes dans des high schools qui brûlent des drapeaux LGBT parce que c'est carrément partout, tu sais, c'est pas juste une semaine dans l'année. C'est pas qu'on vous tolère, c'est pas qu'on vous aime pas, à un moment donné, sacrez-nous patience, comme dirait l'autre. Oui, je serais curieux de voir ton opinion là-dessus. Il y a deux phénomènes. D'abord, le premier, c'est que forcément, la désapprobation à l'homosexualité augmente proportionnellement à la part d'immigrés extra-européens qui augmente. Ça, déjà, c'est clair et net. En France, forcément qu'il y aura plus de désapprobation au mode de vie occidental et à la liberté sexuelle chez les nouvelles générations, puisque la proportion d'extra-européens dans la nouvelle génération est plus importante. Donc c'est statistique, c'est normal. La deuxième chose, c'est qu'il y a en effet, y compris les populations non pas issues de l'immigration, mais occidentales, une désapprobation de plus en plus forte à cause justement de la dérive de ces mouvements. Et je les comprends d'ailleurs. C'est-à-dire que la surexposition de ces mouvements, la dérive de ces mouvements, l'obscénité de ces mouvements est devenue telle au quotidien que, y compris des gens occidentaux qui, jusqu'à présent, n'avaient aucun problème avec ça et sont tellement, si vous voulez, abasourdis par la violence de la propagande politique de ce mouvement qu'ils en deviennent finalement homophobes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le dis souvent que le principal vecteur d'homophobie aujourd'hui, c'est les associations LGBT. C'est-à-dire que ce sont eux qui créent le plus d'homophobie, mais en même temps, c'est leur gagne-pain. Donc ils ont intérêt à faire ça.
C'est-à-dire que les associations, que ce soit les associations féministes ou LGBT, ont intérêt à créer de la misogynie ou de l'homophobie parce que c'est leur gagne-pain. S'il n'y a plus ça, il n'existe plus. Donc, Mais le donc ils ont... financement vient d'où exactement? Parce que j'ai de la difficulté à voir les gays, les lesbiennes financer ces mouvements-là. Ah Ça non, vient mais non, définitivement mais du non, mais public, là. 99% des homosexuels désapprouvent les associations LGBT aujourd'hui. Donc ce ne sont pas eux qui financent. Il y a des financements de l'État, des collectivités locales, la mairie de Paris, voilà. Et puis vous avez évidemment des grands complexes. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, comme Soros qui finance les associations de migrants. C'est un petit peu la même chose. Vous avez des grands complexes en Europe qui financent, qui font du lobbying, voilà. Mais il y a beaucoup d'argent, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Merci beaucoup, sérieusement, Jérémy. J'ai vraiment apprécié l'entrevue. C'était intéressant. On garde contact, évidemment. Puis, éventuellement, peut-être, Joey, le mot de la fin de ton côté. Ouais, ben, en fait, comment on peut te retrouver? Je sais que tu es quand même t'es beaucoup suivi sur TikTok, beaucoup, mais c'est également comment on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux, également au niveau du collectif aussi, comment les gens peuvent en savoir davantage. Bah, pour le collectif, il y a le site internet, bon là qui a eu un petit souci, mais sinon il y a le site et puis il y a les réseaux sociaux. Et puis moi, pareil, je suis sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et TikTok. Et puis voilà, je suis aussi sur quelques médias, donc voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.